law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me. Neuvième épisode du podcast Spéculation by SoFilm avec Emmanuel Burdeau. Nous abordons le film d'Alice Rohrabacher, La Chimère, qui sort ce mercredi pour cet épisode. Moi, j'ai envie de repartir sur un point que tu avais soulevé lors du précédent podcast, sur le peuplement des films. Tu citais Serge Danet, et je crois que là, on retrouve un film d'aujourd'hui qui est extrêmement peuplé. J'ai même envie de dire qu'il est plein comme un œuf, ce film. Il est très très riche, et pas seulement de gens, il est très très riche d'histoires, de couches d'historiques. Et est-ce que tu veux bien qu'on aborde ce film qui est quand même relativement complexe, qu'on le prenne par ce bout-là? Oui, bonjour, très volontiers. Le film est riche, c'est vrai, le film est complexe. Alors, le rythme des podcasts s'accélère un peu, donc peut-être ceux qui ont écouté le précédent l'ont encore en tête, c'était maintenant il y a une dizaine de jours à peine. On parlait de 3 films d'Hitchcock anglais des années 30 ressortis par Carlotta. Et 39 marches, une femme disparaît et jeune et innocent. Et c'est vrai qu'une des choses à laquelle je m'étais intéressé, c'était la façon dont un couple croise des badauds, des gens, de la foule. Et la façon dont Hitchcock, pour reprendre une expression qu'il aimait bien, que je trouve très belle, remplissait la tapisserie. C'est-à-dire mettait beaucoup de monde, parce que mettre beaucoup de monde, c'est pouvoir avoir du brouhaha, des commentaires, et de créer des jeux de force dans le plan. Et à cette occasion-là, j'évoquais un texte que j'aime énormément de Serge Danet, qui s'appelle « Pour une ciné-démographie », qu'il a publié à Libération. Là, j'ai un petit trou, je ne sais plus si c'est à l'automne 88 ou 89, enfin c'est un texte de la fin des années 80. Donc c'est un rebond, et on est à un moment où Danet ne cesse, il l'a toujours fait, mais particulièrement là, il ne cesse de retraverser l'histoire du cinéma à travers des catégories chaque fois différentes. Il y a un moment, par exemple, il dit l'histoire du cinéma, c'est d'abord le spectateur comme spectateur, puis le spectateur comme témoin, puis le spectateur comme complice. C'est très souvent, d'ailleurs, c'est en 3 étapes, on pourrait en prendre d'autres. Bon. Et là, il fait un truc tout à fait étonnant et totalement contestable, et évidemment. À ce qu'il développe, on trouverait 1000 contre-exemples, mais je dois dire que c'est justement moi ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est une vision, c'est pas quelque chose qui prétend à l'exactitude. Il relie l'histoire du cinéma à travers. Là, il n'y a pas 3 étapes, mais il y a 3 catégories, si on peut dire, ou trois choses. D'une part, le nombre de personnages présents à l'écran, donc c'est ce dont tu parles. Et c'est vrai, je le dis tout de suite, que je reprends tout de suite ce que tu dis, c'est vrai que chez Alice Rohrabacher, dans ce film-là comme dans les précédents, il y a beaucoup de monde, ce qui est assez rare aujourd'hui. Voilà. Danet, lui, met en rapport le nombre de personnes présentes à l'écran, le nombre de salles dans lesquelles les films sont montrés, et le nombre de spectateurs dans les salles. Et pour lui, ces 3 mouvements n'ont pas cessé, plus ou moins, dirons-nous, de suivre le même mouvement. Il dit, à une époque, et je pense qu'il se réfère plutôt, disons, au premier moment de l'histoire du cinéma, je dirais jusqu'aux années 50, il dit, à une époque, beaucoup de monde allait voir dans beaucoup de salles des films où il y avait beaucoup de gens. Et puis, il décrit l'arrivée de la modernité au cinéma comme une sorte de réduction. Bon, ça, c'est un truc qui l'intéresse énormément aussi, le moment où on passe, disons, des personnages de personnages nombreux à des films qui ont pour objet vraiment le couple, et puis encore après, même des films qui ont presque pour objet uniquement l'espèce humaine, c'est-à-dire un spécimen qui représenterait l'espèce humaine. Donc pour lui, l'arrivée de la modernité, c'est le couple devient l'objet numéro 1, on pense à la Nouvelle Vague, à Antonioni et à d'autres, et donc tout à coup on a beaucoup moins de monde. Et selon lui, qui dit moins de monde à l'écran, dit aussi moins de monde dans les salles. Et puis, on est en 88, 89, donc on est vraiment au moment, je dirais, marqué d'un côté par Le Grand Bleu, et de l'autre par Les Ailes du Désir, Wenders, c'est lourd, c'est-à-dire des films où il n'y a quasiment plus personne. C'est un truc qui a vraiment obsédé Danet, cette désertification. Il parle même quelque part, je ne sais pas si je le disais la dernière fois, je ne crois pas, il va même jusqu'à, c'est pas dans ce texte, c'est dans un truc plus difficile à trouver, enfin bon bref. Il parle de génocide figuratif. Bon, l'expression est peut-être pas très heureuse, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que, voilà, pour lui, l'histoire du cinéma, c'est aussi l'histoire du cadre qui progressivement se dépeuple, et il a la conviction, encore une fois, dont l'intérêt n'est pas qu'elle soit juste ou pas, il a la conviction que il le dit dans une de ses émissions de radio, il dit en fait un film où il n'y a pas beaucoup de monde à l'écran,
c'est un film où il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. C'est-à-dire, alors moi j'aime énormément ce texte pour les raisons que j'ai dites, et aussi parce que il est tout à fait caractéristique de la manière dont Danet pense, pour le dire comme ça, le rapport entre le cinéma et la vie, comme quoi il y a vraiment entre les deux des ressemblances, des mouvements communs, quoi. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde à l'écran, il y a beaucoup de monde dans la salle, et on peut dire d'une certaine manière, il y a beaucoup de monde partout, que le monde est peuplé, le monde est mélangé, si je puis dire. Bon. Et c'est vraiment caractéristique cette manière de penser ça, et en même temps, c'est toujours une manière un peu inattendue, paradoxale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment obsédé dans les films à l'idée qu'il faut que les films nous représentent la vie comme on voudrait qu'elle soit. Enfin bon, on a vraiment une lecture littérale des films, très, très, je trouve souvent tristement littérale. Chez Danet, cette littéralité, elle existe, mais elle est coudée. Et c'est vrai que pour venir enfin à ce film, La Chimère, le film d'Alice Rohrwacher, c'est vrai que il est peuplé, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde. Il y a un personnage principal, un Anglais qui sort de prison pour avoir pillé des tombes et qui retourne dans le village où il a sa bande de pilleurs de tombes, des tombes Baroli, je crois. Voilà. Donc il y a un personnage principal. Mais il y a aussi beaucoup de monde autour de lui. Il y a sa bande, il y a une bande rivale. Il y a une femme jouée par Isabella Rossellini qui a de nombreuses filles. Il y a plusieurs bandes et souvent dans le cadre, il y a beaucoup de monde. Et je trouve que ça fait partie de ses grandes qualités comme cinéaste. Alice Rohrwacher, elle a fait, ça doit être, je crois que c'est son 4e long métrage de fiction, mais elle a fait aussi plusieurs autres choses, des courts métrages évidemment, des documentaires. Elle a fait un moyen métrage pour Disney qui s'appelle Les Pupilles. Et il me semble d'ailleurs que se passe, comment dire, de façon indifférente, qu'on peut l'entendre à la fois pupille au sens de l'œil et pupille au sens de l'élève. Bon. Et dans Les Pupilles, elle filme aussi des groupes de petites filles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui au cinéma, cette capacité à remplir le cadre, à remplir la tapisserie, pour citer une nouvelle fois Hitchcock. Et elle le fait très bien. Et le peuple qu'elle filme, il est quand même assez particulier. C'est souvent des communautés. Bon, dans ces 4 longs métrages qui sont sortis en salle, il s'agit de 4 communautés agrégées aussi d'un peuple quand même autour. Et moi, j'ai le sentiment qu'elle a une conscience hyper aiguë presque de la hiérarchisation sociale, de ce qu'est la pauvreté, de ce qu'est l'injustice sociale. J'ai pas vu les 4, hein. Mais j'ai vu un peu les courts-métrages et tout. J'ai vu l'exposition, l'installation qu'elle a faite au Centre Pompidou, puisqu'il lui est consacré, c'est pour ça qu'on en parle, une rétrospective au Centre Pompidou. Et effectivement, elle a ce que tu dis, qu'assez souvent, c'est une communauté rurale qui est plus ou moins sous le joug d'une sorte de seigneur. C'est le cas aussi ici, de quelqu'un qui tire les ficelles et qui est souvent une sorte de noblesse déclassée, mais en même temps qui continue toujours à maintenir une sorte de pouvoir. Et cette histoire de présence dans le cadre, pour moi, il met en valeur un aspect que je trouve un des aspects les plus déroutants et passionnants de son travail, c'est que c'est un cinéma que je trouve assez inactuel, en fait. Déjà par cet aspect-là, justement, il ressemble assez peu au cinéma contemporain. Le film dont nous parlons, La Chimère, se déroule, Alice Rohrwacher l'a dit, dans les années 80, mais l'histoire n'est pas datée. On peut reconnaître aux voitures, à certaines choses, à commencer par la scène de train au début, qui est manifestement un train comme on n'en voit plus aujourd'hui, à commencer par le fait qu'on y fume, ce qui quand même aujourd'hui est très frappant, mais c'est pas réellement daté. Bon, évidemment que le fait que ça se passe dans les années 80 n'est pas indifférent, parce que les années 80, c'est vraiment beaucoup de gens le disent, et là je ne fais que les reprendre, c'est le moment où le cinéma italien s'est arrêté. Le moment où le cinéma italien s'est arrêté sous les coups de butoir, disons-le, c'est ce qu'on dit en général, mais c'est pas faux, de Berlusconi et de la télévision. Et c'est vrai que le film, il se situe à cet endroit-là. Oui, il est inactuel parce que c'est un cinéma qui n'est pas urbain du tout. C'est un cinéma qui est très attaché. Là, on va entrer dans c'est un cinéma qui est pas facile à décrire, hein, parce que c'est un cinéma qui est attaché à des choses ancestrales, hein, à des choses anciennes. Ici, c'est les tombes étrusques, c'est l'idée quand même d'un sentiment communautaire au sens fort. C'est aussi un cinéma qui est relié avec beaucoup d'intelligence. Il faudrait surtout pas que ça effraie à l'histoire du cinéma italien. On pense à Fellini, on pense à Dino Risi, voilà, avec le mot est pas facile à employer parce que justement je trouve que le film ne tombe pas dans ce travers, mais avec ses gueules. C'est-à-dire qu'il faut,
moi, je le dirais comme ça, très simplement pour commencer. Ce jeune type, donc Josh O'Connor, qui est un acteur anglais qu'on peut connaître grâce à la série The Crown, dans lequel il a été l'un des acteurs qui a interprété le prince Charles, ce qui me permet de dire dès maintenant que notre émission numéro 10, à la grande joie de Mathias, je crois, sera consacrée à la fin de la série The Crown. Voilà. Donc cet acteur, lui, c'est quand même un type, c'est quand même un beau mec, quoi. Il a une gueule, mais bon. Et il est entouré de ces pilleurs de tombes qui sont vraiment des gueules du cinéma italien populaire. Et elle est très forte. Elle est très forte pour ajouter des personnages qu'on a pu venir. C'est une force quand même d'être capable d'avoir quelqu'un dans le plan, puis une deuxième personne, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, je pense en particulier au moment où Isabella Rossellini est tout à coup rejointe par la cohorte de ses filles. Il en arrive une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, qui en plus se ressemblent pas vraiment, ont à peu près tous les âges, mais ça marche. Et cette capacité d'agrégation, qui, je pense, pour ceux qui verront le film, évoque quand même beaucoup de choses. C'est effectivement un film, je crois que tu le disais, ou on se le disait avant de commencer, là, qui est fait un peu de briques et de broc, hein, qui est fait de morceaux, qui est fait voilà, dans tous les sens du terme, dans le sens un peu symbolique, mais réel aussi. C'est-à-dire, on déterre des choses, on réassemble, on machine avec un rapport très fort à la terre. Et bien, elle a une capacité d'agrégation très forte et qui passe par un rapport à la matière filmique qui est très fort. Ici, elle passe à travers. Il y a plusieurs cadres, plusieurs formats et plusieurs grains d'image. Et moi, j'ai parfois une réserve, mais qui est peut-être une réserve mal placée. J'ai parfois une réserve à l'égard de ce cinéma, disons, on pourrait dire des faubourgs dans tous les sens du terme, cinéma du terrain vague, tout ça. J'ai tendance parfois à me cabrer un peu, ou me cambrer, je sais jamais, de cabrer peut-être plutôt, parce que j'ai peur d'une poésie un peu facile, ou pour le dire d'une expression que tout le monde va comprendre, même si elle est trop facile. J'ai peur d'un effet des chiens, même si par ailleurs j'aime beaucoup les des chiens. Si le côté, on va tellement loin dans la représentation de gens qui ne correspondent pas au code habituel de la représentation, que peut-être que on perd tout rapport avec le réel. Et c'est pas du tout le cas chez elle. Je trouve qu'il y a, encore une fois, elle s'en sort très 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 bien. Oui, mais on peut dire même qu'il y a une vraie volonté de représentation de certaines couches populaires qui sont pas. Elles sont moquées parfois, évidemment, mais pas seulement. Mais elles sont pas moquées Moi, je pense, par exemple, pour rentrer dans le détail de certaines scènes, mais les chants, par exemple. Il y a 2 moments de chant qui reprennent la tradition du chant italien. Alors, effectivement, le guitariste et le type au triangle, parce qu'il y a que deux musiciens. Un type au triangle avec des très longs cheveux. Oui. Alors, ils ont des gueules incroyables, mais tout d'un coup, quand la voix de ce guitariste se fait entendre pour venir raconter sur le mode de récit antique, mythique, ce qui est l'histoire à laquelle on est en train d'assister, ça devient fabuleux, quoi. Là, tout d'un coup, ça relève, on fait rentrer le peuple à nouveau dans des récits épiques, quoi. Moi, j'aime beaucoup, en effet, ces 2 moments-là. Je ne suis pas là pour faire un collier de compliments, mais je dirais 2 choses que j'aime énormément et qui, je crois, sont significatives de son cinéma. Elle est très forte, en effet, pour représenter ce peuple, ce prolétariat. Je crois que pour une fois, le mot est approprié. A contrario, lorsqu'elle représente la haute société dans une scène où apparaît sa sœur, Alba Rohrwacher, dans le rôle d'une vendeuse, elle aussi, qui est en fait la personne qui tire les ficelles de ce commerce de pillage de tombes, et qui est sur un yacht, et qui fait l'article auprès de gens très riches. Et c'est une scène où on voit, et j'aime beaucoup ça, où on voit qu'elle n'est pas très à l'aise avec cette catégorie de la population. Mais moi, j'aime beaucoup cette scène pour cette raison-là. On voit, par exemple, que le personnage d'Alba Rohrwacher, qui est tout à coup grande robe jaune, grand style, arrogante, il y a quelque chose qui fonctionne pas et que j'aime pour cette raison-là. Je trouve que c'est vachement bien parce qu'on voit que c'est pas ça qu'elle sait faire. Elle le fait, mais elle le fait pas tout à fait. Et d'ailleurs, le personnage de la sœur reste très... Enfin, c'est la sœur de la cinéaste, mais elle s'appelle Spartaco, faut pas tout confondre. Reste très énigmatique parce qu'elle présente
à son parterre là, de milliardaires, enfin de gens très riches, une statue étrusque sans la décapiter, qui en fait a été pillée par la bande et qu'ils ont dû décapiter pour partir avec la tête. Et à plusieurs reprises, son propre corps à elle, dans sa robe jaune, et apparaît en surimpression avec la diapositive de la statue, de telle manière qu'on se dit, tiens, finalement c'est elle, parce que c'est elle dont la tête vient compléter la silhouette. Quand même, moment très beau. Mais j'aime beaucoup cette idée que là, elle est pas très à l'aise. Elle est beaucoup plus à l'aise ailleurs. Voilà. Alors, elle représente quand même une autre forme de bourgeoisie. On pourrait presque dire une bourgeoisie déchue de son statut. C'est la famille dont la mère est jouée par Isabella Rossellini dans une grande propriété, mais des Cati, évidemment, ils sont un peu sur le retour. Alors, mais là, on voit aussi quand même, il y a quelque chose qui opère et qui est très très bien. Et alors justement, c'était la deuxième chose remarquable à laquelle je voulais arriver, c'est que Isabella Rossellini, qui est la mère disons, l'ancienne amoureuse d'Arthur, le personnage principal, elle a pour domestique et apprentie chanteuse une jeune femme qui s'appelle Italia, qui est évidemment pas rien, et qui est jouée par ailleurs par une actrice qui n'est pas italienne, qui est une actrice brésilienne qui s'appelle Carole Duarte, ce qui ne l'empêche pas d'apprendre des rudiments de faire un cours d'accéléré d'italien auprès d'Arthur. Et là, le film fait quelque chose qui m'a, je dois dire, beaucoup séduit, touché, peu importe, c'est que ce personnage d'Italia nous est présenté comme étant vraiment une godiche, un ballet, est-il dit à son propos à plusieurs reprises. Mais en fait, on voit tout de suite que elle est attifée n'importe comment, jupe et anorak, pull bariolé. Mais en fait, on voit tout de suite que l'actrice, elle a un abattage dingue. Et ça, j'aime beaucoup parce que plus le film va avancer, et plus cet abattage va se repérer, mais on voit tout de suite que le film va lui donner sa chance. Et moi, alors, pour plein de raisons, ça me plaît beaucoup parce que c'est une espèce de surprise qui progresse, qui avance tout au long du film, mais aussi parce que, comment dire, je vais enfourcher un cheval que j'ai déjà enfourché à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, dans la vision des films, on est obsédé par un truc, moi je comprends même pas comment ça prend une importance telle, on est obsédé par l'idée de savoir est-ce que les personnages sont sympathiques ou pas sympathiques, est-ce que les personnages sont défendus ou attaqués par le film. Et je sais que ce film, c'est pareil. Les gens disent, j'ai déjà entendu à droite, à gauche, à la radio, dans la presse, tout ça. Ah oui, alors c'est un groupe de pilleurs de tombes, donc il faut quand même un sale boulot. Et en même temps, on nous les montre comme sympathiques. Est-ce que ce serait pas un problème ? Non, c'est pas. Le travail d'un film, c'est pas de nous montrer des personnages négatifs comme étant antipathiques et des personnages positifs comme étant sympathiques. Là encore, je reprendrai ce que disait Danet, même si c'est un peu facile. Il disait, est-ce que c'est intéressant ? Voilà. Moi, un personnage, on a envie de le suivre ou on n'a pas envie de le suivre. Moi, ces gens, j'ai envie de le suivre. Puis je pense que et elle, j'ai envie de la suivre aussi, cette Italienne. On a envie de la suivve. Puis le film a une autre idée de la justice que juste cette petite morale. Et Alice Rohrwacher, elle dit quelque chose de très beau, que je ne saurais pas élucider. Évidemment, ce sont, au sens, je crois même propre, ce sont des profanateurs. Hein, il y a plusieurs scènes où ils ouvrent des tombes. Il y a notamment une grande scène qui va déboucher sur cette statue étrusque qui va leur être dérobée, puisqu'il y a une bande rivale. Très, très belle scène qui peut faire penser à la découverte de fresques dans la scène du métro de Fellini Roma. Moi, j'y avais pensé, mais je sais qu'elle y a pensé aussi. Très belle scène, elle, là, vraiment, où on retrouve quelque chose qui l'obsède absolument dans tous ses films, pour le dire très grossièrement, qui est le rapport de l'obscurité et la lumière. Tout est fait là-dessus. Ça commence dans le noir, et puis il y a la lumière du soleil, le feu, le briquet, tout est fait comme dans une espèce de vision finalement assez, assez originaire ou assez élémentaire de ce que peut être le cinéma. Bon. Alors mince, j'ai perdu. Pourquoi je parle ? Oui, voilà, ce sont des profanateurs au sens quasiment propre du terme. Mais Alice Rohrwacher a dit si on est profanateur, c'est parce qu'on est dans un monde déjà profané. Bon. Il se trouve que le concept de profanation, à mon avis, c'est pas quelque chose qui lui est échappé. C'est un truc qui a été remis au goût du jour par un philosophe italien qui est Giorgio Agamben, qui explique qu'il y a évidemment une vision. Moi, je suis pas un agambenien fou, mais il y a quand même des choses de lui qui m'ont beaucoup marqué. Qu'évidemment, on peut concevoir la profanation comme étant une violence, comme étant un acte oui, comme étant vraiment une violence ou un viol, mais que profaner, c'est aussi, dit-il, puisque une des définitions du sacré, qu'est-ce que le sacré ? Le sacré, c'est ce à quoi on n'a pas accès. Il y a du sacré
si entre toi et moi, il y a une distance infranchissable, même si on est autour de la même table. Et il dit profaner, dans le bon sens du terme, c'est restituer à l'usage commun. C'est enlever ce qui a été mis dans cette sphère de l'intouchable, qui est la sphère du sacré, et le rendre à la communauté. Et il est bien évident que ces pilleurs de tombes, ils sont dans ces deux endroits. Ils sont dans la profanation. Et c'est là où le film est intéressant. Ils sont des profanateurs au sens, d'une certaine manière, ou peut-être l'est aussi Berlusconi, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun respect pour l'histoire, pour la culture, pour la tradition, voilà. Et donc ils sont, pour parler le langage d'aujourd'hui, ils sont pas des bons personnages. On n'est pas censé les aimer, puisque je suis obsédé par l'idée qu'il faudrait surtout pas s'attacher à un personnage négatif. Mais en même temps, ils sont aussi des profanateurs au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'ils redistribuent. Et c'est ce que fait le film. Oui. C'est un peu facile de dire ça, mais c'est ce que le film est un geste de redistribution très, très, très fort. Il faut le dire aussi que peut-être je saurais pas vraiment le décrire comme ça, mais il y a des moments sidérants dans le film. Le film est assez inégal. Alors bon, je trouve pas du tout que ce soit un défaut, mais il y a des moments sidérants. Il y a vraiment Il y en a beaucoup même. Il y a beaucoup de moments réellement sidérants. À tel point que je suis pas sûr qu'il y ait qui soient aussi inégal que ça. Moi. Oui, il y a un moment, par exemple. Alors, je suppose que qui nous écoute et n'a pas vu le film s'en fait une vision un peu comme ça, mosaïque, mais le film est un peu comme ça. Notre Anglais, Arthur, il est le chef de. Pourquoi est-il le chef de bande de ces pilleurs de tombes ? C'est parce que il a un don de sourcier. Donc il prend un bâton de sourcier et tout à coup il est saisi par quelque chose. Bon, on comprend qu'une des raisons, que le fait qu'il soit saisi que tout à coup il ait la vision ou la perception qu'il y a là une tombe sous la terre. Mais évidemment pas sans rapport avec le fait qu'il a perdu l'amour de sa vie. Bon, évidemment, tout ça, c'est le point de départ du film. Et la première fois qu'on est témoin de son don, il avance et il est suivi. Ça, j'aime beaucoup. Il est suivi par la farandole de ses complices. Donc toujours, il y a du monde derrière. Et ça veut dire aussi que quand il y a du monde derrière, ça veut dire que tout le monde ne sert pas forcément à quelque chose, mais que les gens sont là pour faire nombre. Ça, c'est assez beau. Et la première fois... Ça revient ensuite, mais là, c'est la première fois. Il a évidemment sa perception. Alors là, il y a presque un côté scolaire, mais qui justement est beaucoup plus que ça. J'allais dire est renversé, mais parce que c'est une histoire de renversement. Il y a ce trucage qu'on a vu 10 000 fois. Enfin, c'est même pas un trucage où la caméra lui passe par-dessus la tête et accomplit sans doute une sorte de demi-cercle, si bien que tout le monde se retrouve upside down, quoi, la tête en l'air. Et alors, c'est vraiment le truc élémentaire, c'est vraiment le trucage auquel je pense tous les aventuriers cinéastes de 12-13 ans qui font leur premier court-métrage se disent je vais le faire. Et il faut dire ce qui est. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique, absolument. C'est magnifique. Il y a un vertige, il y a quelque chose là. Et le film, à plusieurs reprises, opère ça. Parce que elle est très forte aussi dans le changement d'échelle. Il y a tout à coup des plans très larges, notamment sur le... Lui, il habite à flanc de colline, on peut dire d'une certaine manière, ou à flanc de montagne, une espèce de petite cabane. Et tout à coup, il y a des très larges plans où on le voit remonter un chemin où il est tout à coup minuscule. Ce qui me fait penser à un récent court-métrage qu'elle a fait, parce que je pense que son attachement au monde, à la ruralité, qui peut aussi, l'inscrire dans le fil de Pasolini, entre autres. Je pense que c'est un attachement pas seulement cinématographique, mais évidemment réel. Elle a fait un court-métrage, hélas, je ne retrouve pas le titre, qui est en fait l'enterrement ça se présente comme étant l'enterrement du monde rural. Et parce que c'est des paysans qui viennent là lire un texte, comme expliquer que voilà toutes les habitudes qu'ils avaient, ils n'arrivent plus à vivre parce que l'agroalimentaire, parce que ceci, parce que cela, des choses qu'on sait. Bon. Et c'est construit comme une sorte de cérémonie. Et, voilà. Et qui on enterre en fait, on voit ces paysans qui dans la campagne, portent des figurines, je dirais x10, de certains de leurs paysans, des sortes de grandes figurines comme ça, portées comme des immenses poupées, et qu'ils vont en effet enterrer. Bon. Et il y a ça aussi toujours dans le... Ouais, il y a un truc comme ça, un rapport d'échelle qui est, je trouve, avec des visions un peu... c'est un cinéma...
qui a un côté cosmique, disons, voilà. Je l'ai entendue à plusieurs reprises, alors je sais plus, mais elle l'a dit lorsqu'elle a présenté parce que je suis allé à l'ouverture, lorsqu'elle a présenté la rétrospective, et puis je l'ai entendu le redire ailleurs, et là je ne sais plus si elle parlait d'un personnage de ses films, mais quelque chose avait beaucoup marqué, parce que quelqu'un était obsédé tout le temps de dire je voudrais quitter la Terre parce que je voudrais enfin rejoindre un corps céleste, et que cette personne a vu sa perception se modifier intégralement lorsqu'elle a compris que la Terre aussi peut être vue comme un corps céleste, que la Terre aussi, il suffit qu'on prenne un peu de recul, elle peut être vue aussi comme quelque chose qui tourne dans l'espace. Voilà. Corps céleste, qui est le titre de son premier long métrage. Corpo Celeste. Oui, pardon. Alors moi, ça me fait penser à 3 scènes de colère dans le film, et justement, c'était ça vient d'une petite phrase prononcée par le personnage principal de Corpo Celeste, son premier long métrage, une jeune fille qui fait un trajet en voiture le jour de sa confirmation. Donc là, tu parles de Corpo Celeste. Là, je parle de Corpo Celeste. Donc elle est dans les mois qui précèdent sa confirmation, elle lit beaucoup la Bible. Et elle raconte au prêtre qui l'a conduit, je précise qu'il y a un Christ en croix, qui est une statue du Christ qui est sur le toit de la voiture pendant le trajet. Il transporte. Et voilà, il le transporte pour le ramener au lieu de la confirmation. Comme le début de la Dolce Vita, où il génial, où il transporte l'énorme statue du Christ à travers Rome, ouais. Et là, dans une petite voiture, voilà, dans les lacets montagneux au bord de falaises. Et tout d'un coup, elle explique au prêtre que, en fait, c'est pas la piété qu'elle retient, elle, des textes qu'elle lit, mais c'est la colère. C'est la colère. Et à tel point que on a l'impression que ça fait une épiphanie dans la tête du prêtre, et il rate un virage, et le Christ finit dans l'eau, il traverse toute la falaise. Et moi, je me suis dit que dans ce film, cette fois, la chimère, il y a plusieurs moments de colère que j'ai trouvé magnifiques. La première, c'est la colère d'Isabella Rossellini, donc qui joue le rôle de la mère, qui est soudain entourée de ses filles qui sont les plus atroces les unes que les autres, vont lui faire 1000 reproches, et on comprend pourquoi dans la seconde scène de colère avec Isabella Rossellini, c'est qu'en fait elles veulent récupérer la maison, la foutre dans une maison de retraite et empocher l'héritage, ce qui est assez terrible. Et là, elle rentre dans une espèce on pourrait presque appeler ça une sainte colère. J'ai relu là juste avant ce qu'était une sainte colère. En fait, il y a quelque chose. La sainte colère dans le christianisme, c'est quand s'opère une espèce de coïncidence entre l'intérêt de Dieu et l'intérêt humain, et dans un même geste de révolte. C'est-à-dire que là, le christianisme redevient révolutionnaire à ce moment, à l'occasion d'une sainte colère. Et j'ai l'impression qu'un autre moment de sainte colère, peut-être dans la chimère, c'est la colère de Italia, quand elle comprend que ces gens-là, et notamment son amoureux d'anglais, est un pilleur de tombes. Qui n'est pas encore tout à fait son amoureux, mais il y a un début d'intérêt entre eux. Ouais. Oui, plus que ça même. Oui, ils flirtent là très clairement lors de cette soirée. Et tout d'un coup, elle rentre dans une colère noire où elle leur dit, vous êtes maudits, quoi. Il n'est pas possible de déterrer ces choses-là. Des yeux d'homme ne peuvent pas, ne méritent pas ça, ne peuvent pas voir ça. Oui, parce que ça, alors, bon, peut-être je vais te demander de préciser, oui. Mais parce que c'est un thème qui, en effet, traverse tout le film, les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on est censé voir et les choses qu'on n'est pas censé voir. Le vu, le trop vu, le revu, et même à un moment, Arthur fait un lapsus, justement, qu'Italia reprend, puisque moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais dans le sous-titre, il dit pas vu et revu, mais vu et revécu, et elle lui dit non, c'est vu et revu. Et effectivement, l'idée des choses, puisque évidemment, les tombes qu'il pille, et en particulier les trousseaux, je crois qu'on parle de trousseaux funéraires, c'est-à-dire les objets qu'on a assemblés autour du défunt pour l'entretien de son âme, si je puis dire, sont évidemment des choses qui ont été soustraites au regard pendant parfois 2000 ans. Ouais. Et bon, il y a un truc évidemment comme ça qui revient dans tous ces films, je le disais un peu déjà, de très élémentaire autour du regard. Ouais. Et c'est vrai qu'alors, c'est une des premières manifestations dans le film de la force de ce personnage, une des premières, en tout cas, du personnage italien. Hein, cette femme, c'est pas la seule femme d'ailleurs.
Fabiala, je crois, qui est ou Fabiola, je ne sais pas exactement, qui est membre de la bande. Et puis il y a un autre personnage très étonnant qui s'appelle Mélodie, qui est une actrice française, une photographe qui débarque comme ça. Et d'ailleurs, quand elle veut prendre une photo au début de la bande, justement, Arthur lui se cache, ne veut pas être vu. Alors effectivement, elle se met en colère. D'ailleurs, elle part, et ils vont même jusqu'à croire qu'elle est allée avertir la police, alors que, je ne veux pas tout dire, mais alors que c'est pas ça. Oui, mais alors elle est horrifiée, parce qu'en plus, Arthur lui a offert une clochette, dont elle comprend là que ça vient du tombeau d'un enfant, en plus, donc elle jette l'objet avec un geste d'horreur. En même temps, si on revient un tout petit peu en arrière, elle est horrifiée, mais sa colère à elle, contre cette activité, enfin à la découverte de cette activité, ne résume pas le propos du film. On est bien d'accord. Le propos du film c'est pas une charge. On verra pas bien quel intérêt ça aurait aujourd'hui de faire une charge contre le pillage de tombes. Attention. Bon, c'est pour ça que je voulais te demander peut-être d'en dire un peu plus. Moi, en revanche, je pense que le film est une charge sur la notion de justice sociale. J'ai vraiment l'impression que justement dans ces moments de colère, mais il y en a d'autres aussi dans le film. Je pense par exemple à cette scène, que tu trouves peut-être pas complètement réussie, mais sur la vente d'objets, sur cette espèce de bateau qui tourne avec des moulins, comme on pouvait le voir aux États-Unis au début du XXe siècle, au XIXe, les bateaux à roues. Il y a des très beaux plans sur la salle des machines. Je précise tout de suite que quand je dis que je la trouve pas tout à fait réussie, pas à l'aise à filmer certaines catégories. Si je peux me permettre, je le mets au crédit du film, parce que un cinéaste, c'est pas quelqu'un qui peut tout filmer. Et j'aime bien qu'elle affronte la difficulté qu'elle a à filmer ça. C'est pas, elle est, comment dire, elle est pas sur son territoire là. Et ça j'aime bien. Elle essaye un petit peu, mais on voit bien qu'elle est pas dans son territoire. Ce qui confirme à quel point ailleurs elle est sur son territoire. Là, dans ces hautes sociétés, champagne, messieurs dames, tout ça, c'est pas son truc. Et je trouve ça très 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 courageux d'avoir quand même fait la scène, je dois dire. Bah oui, pour moi, elle est capitale, cette scène, parce que justement, elle fait une espèce de montage alterné entre ce qui se passe à l'étage, sur le pont du bateau, la vente de l'objet et toutes les magouilles, parce qu'on sent bien que c'est un univers complètement mafieux. Il est évidemment tout aussi illégal que les pillages des autres. Et en même temps, c'est alterné, elle montre la mécanique du bateau comme quelque chose de très rapide, de très tranchant, qui continue d'avancer, comme si on se trouvait finalement dans le vortex de l'essence même du capitalisme, c'est-à-dire transformer, elle le dit d'ailleurs, le personnage principal, c'est transformer du symbolique ou de la beauté symbolique en sonnant et trébuchant. Elle dit estimer l'inestimable. Estimer l'inestimable. Et là, donc c'est bien, elle va jusque-là. Donc elle fait comme un réel parcours, et à travers l'histoire en plus. C'est pas seulement donc c'est pour ça que je me permettais de dire sainte colère, parce que ça nous on est chez les Étrusques, mais on est aussi chez les Romains, on est aussi dans le christianisme. Enfin, il y a une espèce de balayage historique comme ça qui est métaphorique bien sûr, mais que je trouve absolument passionnant. Le film en effet est fait comme fait par strates, ou en tout cas il y a des strates, et ces strates. J'aime beaucoup, moi, en effet, les plans sur le... J'avais pas vu que c'était comme des moulins, mais sur la salle des machines du bateau. Parce que ça fait partie de ces films qui cherchent par moments, même si on suppose que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut approcher que de façon métaphorique ou allégorique, qui cherchent, et c'est par là qu'on peut dire d'une certaine manière qu'il est, on va dire, cosmique, qui cherche par moments à nous montrer le monde lui-même comme une espèce comme une machine, à nous montrer comment les choses tournent, mais vraiment, comment elles tournent vraiment. Et j'hésitais sur le mot machine, parce que c'est pas machine forcément au sens de quelque chose qui est pas humain, mais c'est qu'est-ce qui actionne vraiment les rapports humains et le rythme du monde, mais en un sens très, très matériel. Et quand on est dans cette salle des machines, c'est ça dont on a l'impression que c'est pas évidemment que le bateau qui tourne. Non. C'est tout le système dont tu parles, et c'est peut-être même
plus encore que ça. C'est Oui, c'est presque le un rapport presque entre la terre et le ciel. Oui, c'est une espèce de... Et une espèce d'entremêlement d'époque aussi, comme Ouais. avec un mouvement d'inertie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrivera peut-être sans doute pas à l'arrêter, quoi. Oui, c'est... Le trajet d'ailleurs du personnage principal du film, on a l'impression qu'il est prisonnier de son amour passé et qu'il arrivera jamais à renaître. Alors moi, c'est une des questions peut-être Enfin, aussi du film, la renaissance ou se re-remplir d'autres choses, Alors, vider et se remplir. Alors, là, j'ai une petite réserve, mais c'est toujours ennuyeux d'avoir des réserves parce que on peut pas dire tiens, si le film avait été mieux à cet endroit. Enfin, comment dire, un film, c'est pas un détail, tout détail, c'est aussi de ce dont parle le film, a un rapport avec l'ensemble. Mais j'ai quand même une toute petite réserve. Je sais pas d'ailleurs si c'est sur le personnage ou sur l'acteur, parce que l'acteur Josh O'Connor, il est super, mais on s'en est déjà touché un ou deux mots. Je trouve que sa photogénie est tellement frappante, et sa photogénie qui est au-delà de sa beauté. C'est pas Alain Delon, il a une gueule. Enfin, oui, il n'est pas juste une gravure de mode. Enfin, je sais qu'Alain Delon nous écoute, donc lui non plus, mais c'est pas ça. En fait, il est curieux, il a les oreilles un peu décollées, d'où le Prince Charles, tout ça. Mais je trouve quand même qu'il a. J'ai eu le sentiment qu'à chaque fois qu'il apparaissait dans le film, c'est comme si le film s'étonnait de sa présence. Voilà, j'ai l'impression qu'il imprimait pas vraiment et qu'à chaque fois on le retrouvait trop intact, je dirais, alors que d'autres. Tu aurais préféré une gueule plus cassée. Je sais pas, justement, c'est là où les réserves n'ont pas tellement de sens. Je crois qu'elle pensait, je sais plus où j'ai lu ça, qu'elle pensait à un personnage plus âgé pour le coup, mais que finalement. Il fait penser parfois. Moi, il m'a rappelé parfois le Ninetto d'Avoli de Pasolini, quand même. Oui. Quelquefois, cet visage un peu enfantin. Non, je sais pas s'il aurait suffi d'une gueule plus cassée. Ce que je vois, c'est que il est anglais, eux ne le sont pas. Il est très grand, donc en général, il est plus grand que les autres. Il est toujours, mais ça fait aussi partie, à l'évidence de ce que le film veut, il est toujours un peu à côté. Il est un peu à côté, même lorsqu'il est vraiment totalement dans la bande. Et ça, bon, voilà, je sais même pas si c'est une réserve. Non, le film, il est... Oui, là, on s'approche de la fin de l'émission. Bon, ça mériterait presque une deuxième émission, ce film. Je sais pas si toi, t'aurais encore du souffle, mais moi, je sais... Non, je trouve que effectivement, on est séduit par la force des plans, des successions de plans, mais on a du mal à l'attraper, quoi. En tout cas, par la parole. Par ailleurs, j'espère qu'on en a quand même pas trop mal parlé, mais moi, je l'ai vu 2 fois en très peu de temps, puisque je l'ai vu vendredi soir à Paris, à Beaubourg, et que je l'ai vu hier soir, puisque vous l'avez présenté à l'Eldorado, dans le cadre d'une avant-première surprise. Et j'étais frappé d'un truc, en le revoyant, disons-le comme ça, c'est la solidité du film. C'est-à-dire que d'abord, bon, évidemment, je me souvenais très bien du film, mais il procède quand même par blocs. C'est-à-dire que je me disais, ok, c'est ce bloc-là, et je savais quel bloc allait suivre, et il faudrait pas croire que, voilà, ça c'est un adjectif que je cherchais, il faudrait pas croire que c'est le genre de film dont on aime à dire dans la presse qu'il est foutraque. Voilà, moi je déteste les films dont on dit qu'il foutraque parce que ça veut rien dire, et puis on sent quand même un peu de mépris pour ce que ça représente. C'est des gens foutraques. Bon. Le film, on n'est pas là-dedans. Il est quand même sacrément concerté. Il est sacrément concerté. La scène d'ouverture dans le train est très courageuse, même je dirais ça, très courageuse d'un point de vue figuratif, parce qu'elle met en scène 3 jeunes femmes, avec des nez pas possibles, et c'est fait là-dessus, mais il s'en sort très très bien. Ensuite, il y a un très beau gag, mais pas du tout de cinéma contemporain, parce que lui, un des problèmes du personnage, c'est que les gens passent leur temps à le regarder et que lui, il n'a pas envie d'être vu. Bon, ben, voilà. Donc, il sort dans le couloir et on voit toutes les têtes des différents compartiments qui le regardent, et puis il se retourne, toutes les têtes disparaissent et il ne reste qu'un chien qui regarde. Bon, c'est un gag assez facile, mais voilà, en plus, c'est une catégorie à part, la scène de train. On en parlait la semaine dernière à propos d'une femme disparaît. Il y a un vendeur de chaussettes et un contrôleur, tout ça à l'ancienne, hein, puisque le contrôleur qui contrôle les billets papier avec une cigarette aux lèvres, c'est un truc qu'on ne verra plus. Ouais, le film ouais, je dirais presque, là j'ai trouvé que le film était courageux dans la manière de prendre à corps le truc, parce que il a des voisines qui sont pas belles du tout, enfin, par rapport au cas. C'est pas mon jugement, c'est comme ça que le film nous les présente. D'ailleurs, l'une dit à l'autre, ouais, t'as vu, t'es vraiment une bouseuse. Et lui, au contraire, il dit, mais non, vous avez un profil magnifique, vous me rappelez d'anciennes. Voilà. Non, oui, j'allais finir par un mauvais jeu de mots, mais c'est un sacré film.
Bon, merci Emmanuel. Et donc rendez-vous avec The Crown et réjouis-toi, Mathias. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.